Une digue a cédé à l'Assemblée nationale. Ce 30 octobre, le RN a réussi à faire passer un texte pour la première fois dans l'hémicycle, avec les voix, et c'est ça qui est important, de la droite et des députés Horizon, donc d'Édouard Philippe. C'est une rupture historique, on peut le dire. On va essayer de décrypter tout ça avec Emilio Mellet, du coup, qui est grand reporter à la rubrique politique, et moi-même, Cyprien Cadeau, qui suis chef adjoint de la même rubrique. Et donc, effectivement, on dirait des jumeaux, nous dit le chat. Et ben... On dirait des jumeaux, oui, je sais. Ouais, oui, on fait ce qu'on peut. Et alors, une précision, on n'est pas tous les deux experts du dossier, enfin, on connaît le sujet, hein, mais on n'est pas experts du dossier extrême droite, parce que le journaliste qui suit le dossier extrême droite, Florent Ledu, dans la rubrique politique, et ben, il est précisément à l'Assemblée nationale en train de suivre tout ça, puisque la niche RN se poursuit. Et d'ailleurs, on va garder un œil sur ce qui se passe dans l'hémicycle aussi en direct. On réagira à ça si besoin. Vous pouvez déjà lire ces papiers qui sont sur le site. Et Tout demain, dans le journal, vous en aurez un également sur le sujet dont on va parler là. Tout à fait. Alors, donc, cette première victoire du RN c'est dans sa niche parlementaire. La niche parlementaire, juste pour le poser, c'est la journée réservée à chaque groupe, en gros, pour déposer ses propres propositions de loi et fixer un peu l'ordre du jour lui-même et ne pas être tributaire de l'ordre du jour du gouvernement. Là, donc, c'est la niche du groupe Rassemblement National. Et ils ont cette victoire sur la dénonciation des accords franco-algériens de 68. C'est quoi ces accords de 68, Emilio ? Alors, c'est un accord dont on parle beaucoup d'ailleurs ces derniers temps, qui a été signé en 1968, comme son nom l'indique donc, 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie entre le général de Gaulle, qui était alors président de la République française, et de l'autre, Abdelaziz Bouteflika, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, et qui en a été, à partir de 1999, ensuite son président. C'est un accord qui se fait alors que la France a besoin de main-d'œuvre. On est dans la reconstruction, on est toujours... pas dans l'après-guerre, mais dans les 30 glorieuses. Et donc, on a besoin d'avoir de la croissance, etc. Et donc, on se trouve sans, ou en tout cas avec moins de main-d'œuvre. Et donc, on se dit qu'après la guerre d'Algérie, peut-être que les Algériens pourraient venir travailler en France pour nous permettre de continuer à avoir cette croissance exponentielle. Et donc, cet accord, il fixe 3 choses. La première, c'est une entrée du territoire français facilitée pour les Algériens, avec un titre de séjour de 10 ans contre 5 dans le droit commun. Ils consacrent aussi leur droit à exercer des professions de commerçants et de professions indépendantes, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les populations étrangères. Et ils facilitent aussi le regroupement familial, c'est-à-dire lorsque des familles de personnes qui travaillent en France visitent à l'étranger ont le droit de rejoindre la personne qui travaille pour reconstituer la cellule familiale. C'est aussi des titres de séjour de 10 ans pour ces personnes-là. Cet accord de franco-algérien a déjà été modifié 3 fois, oui. En 1985, en 1994, puis en 2001. Mais à l'époque, c'était pour aligner en gros ce régime dérogatoire sur le droit commun des étrangers, des autres étrangers qui ne sont pas algériens, qui était devenu en réalité plus favorable pour cela que pour les Algériens. Donc il y avait en gros des ajustements légistiques à faire pour permettre d'avoir une situation qui ne soit pas moins disante pour les ressortissants algériens sur le territoire français. Et effectivement, ce statut spécial finalement des immigrés algériens en France, il est aussi le fruit de l'histoire, évidemment. Tu disais c'est accord 68, c'est après Évidence et 62, hein, donc ça s'inscrit dans on va dire l'apaisement post-indépendance. Les tentatives d'apaisement, plus exactement, évidemment. Et donc, ça consacre que les Algériens ont une place particulière dans l'histoire de France, puisque c'était une colonie de peuplement extrêmement importante, et c'était des départements français. Donc, évidemment, ça a une place tout à fait unique dans l'histoire coloniale française. Donc, effectivement, donc, le RN propose de dénoncer ces accords. On va revenir donc. L'accord a été dénoncé par l'Assemblée nationale à une voix près, mais on va revenir sur le détail du vote juste après. Juste pourquoi c'est une vieille obsession de l'extrême droite et une partie de la droite, du coup, de dénoncer ces accords ? Tu as commencé à en parler, c'est le rapport à la colonisation en réalité, qui aujourd'hui ne passe toujours pas, et qui considère qu'il y a une relation victimaire d'une partie de la gauche et des Algériens avec ce que fut la guerre d'Algérie, et qu'aujourd'hui, au regard de l'immigration en France qu'ils dénoncent, qui sont plusieurs à dénoncer, on verra le spectre justement de cette coalition qui a voté le texte, refuse, et en tout cas cible particulièrement les ressortissants algériens. Ça s'inscrit aussi dans le cadre, et le Rassemblement national lui-même l'a mis dans la balance, ça a été aussi le cas de l'obsession de Bruno Retailleau ces derniers temps, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et non pas ministre des Affaires étrangères, comme on a pu le croire, de vouloir dénoncer, jouer le rapport de force avec l'Algérie. Les questions de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien,
qui est maintenant retenu en prison par le gouvernement algérien. C'est un prisonnier politique. On n'est pas d'accord avec ce que raconte Boualem Sansal. Il n'en reste pas moins qu'il est un prisonnier politique et qu'il doit être libéré. Donc Boualem Sansal d'un côté, le journaliste pour se foutre Christophe Glaise, qui est aussi emprisonné depuis plus d'1 an par le régime algérien. Ils sont soupçonnés d'avoir critiqué le régime. En fait. Parce que ils sont très critiques du régime algérien. Ils sont même condamnés pour ça. Ils ont été condamnés par le régime qui est aujourd'hui en poste. Et donc voilà, ça s'inscrit en tout cas dans ce contexte-là de regain des tensions aussi avec l'Algérie. C'est symbolique que le Rassemblement national ait décidé de commencer sa journée d'initiative parlementaire, donc sa niche, par ce texte-là. C'était un marqueur politique qu'il voulait installer. Ouais. Alors écoutez, justement, parce que ce lien avec aussi l'histoire coloniale du RN et l'origine même du FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen, on va écouter la députée communiste Soumia Bouroua qui a réagi au moment, donc c'était avant le vote, mais au moment des explications de vote. C'était la chef de file pour le groupe GDR. Exactement, voilà, députée communiste donc, qui va... alors attendez, je crois que ça commence là, ce qui est intéressant... Oui, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Hop. Parce qu'au fond, l'extrême droite, héritière de l'OAS, n'a jamais digéré l'indépendance algérienne face au colonialisme français. La guerre d'Algérie a officiellement pris fin avec les accords d'Évian en 1962. Mais loin de chercher la réconciliation, l'apaisement entre nos deux nations, certains sur ces bancs entretiennent un combat politique, un combat teinté de racisme et de xénophobie sur fond de nostalgie coloniale. Et vous prétendez vouloir un jour diriger la France, alors que votre conception de la diplomatie la plongerait dans un chaos sans nom, tant elle repose sur la provocation plutôt que sur la raison. Vous rêvez de gouverner la France, moi je souhaite simplement qu'elle ne tombe jamais entre vos mains. Dénoncer de manière unilatérale les accords de 1968, comme vous le proposez, constituerait une violation du droit international, car il n'existe aucune clause expresse de dénonciation. L'Algérie pourrait donc saisir la Cour internationale de justice de La Haye. Avec vous, c'est toujours pareil. Le respect du droit ne vaut que pour certains, mais pas pour vous. Et les récents de condamnation judiciaire qui vous concernent en sont un parfait exemple. Alors là, dans cet extrait, on rentre un peu dans le dur aussi, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une victoire politique du Rassemblement national, et on va venir sur le détail du vote, de ce que ça dit sur notamment l'union des droites dans ce vote-là. Mais en termes de portée de ce texte, c'est une résolution. C'est une proposition de résolution, donc ça n'a pas une portée contraignante. Voilà, exactement. C'est symbolique. Contrairement aux propositions de loi, lorsqu'elles sont définitivement adoptées à l'issue de la navette parlementaire, c'est-à-dire donc examen à l'Assemblée nationale, Sénat, commission mixte paritaire s'il y en a une, où il y a des sénateurs et des députés, puis en gros avec l'Assemblée nationale qui a le dernier mot si les deux chambres ne votent pas le texte dans les mêmes lois. Cette fois, c'est une proposition de résolution, tu l'as dit. Donc c'est une résolution qui enjoint le gouvernement à. Oui. Mais il n'y a aucune façon de l'y contraindre. Donc, en réalité, c'est une victoire pour le moment extrêmement symbolique pour le Rassemblement national, mais qui n'a pas de conséquences législatives strictes. Elle n'a pas non plus de conséquences sur la réalité des accords entre la France et l'Algérie. Vous voyez sur Twitter des comptes d'extrême droite dire « Youpi, les accords ont été... c'est bon, les accords franco-algériens n'existent plus », c'est juste faux. Hein. Voilà, on soit clair là-dessus, c'est faux. Et ça reste du domaine du droit international. Voilà. Il y a une chose dans ce que dit Soumia Bouroua. Effectivement, elle prend l'argument du droit international, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais c'est une proposition de résolution qui enjoint non pas à renégocier l'accord de 1968 avec l'Allemagne, mais le dénoncer de façon unilatérale. Avec l'Algérie, par contre. Avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, pardon. On est tous fatigués, c'est pas grave. Avec l'Allemagne, voilà. Avec l'Algérie, toujours. Oh là là, c'est l'Algérie. Voilà, et donc on passera pas l'extrait aussi, mais c'est ce que dit Soumia Bouroua, elle parle de racisme. Il y a un député socialiste aussi qui s'est fait applaudir sur tous les bancs de la gauche, pour dénoncer en réalité cette logique de l'extrême droite qui fut un temps ciblait les juifs. Et aujourd'hui, ce sont les Arabes, et qu'en fait, c'est la prolongation en réalité du projet raciste de l'extrême droite, de bouc émissaire. Voilà, dans les années 30 et même encore bien au-delà, ça a été les Français ou pas d'ailleurs de confession juive, et maintenant ce sont les personnes arabes, musulmanes, c'est encore pire pour eux. Donc voilà, ça s'inscrit en tout cas dans ce cadre aussi. Oui, et on a vu des réactions sur Twitter, notamment de l'extrême droite, qui disaient super, on va enfin pouvoir expulser les criminels algériens. Enfin, ce genre de rhétorique qui lie algériens à délinquance, voire criminalité, de manière quasiment automatique.
clairement, il y a une diabolisation des Algériens par l'extrême droite. Alors, je lis dans le chat qu'il y en a qui prennent en cours ce qu'on est en train de raconter. C'est donc on discute de la proposition de résolution adoptée à l'Assemblée nationale, proposée par le Rassemblement national, qui vise à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 qui permettaient aux ressortissants algériens de bénéficier d'un statut dérogatoire pour entrer sur le territoire français, plus favorable que d'autres ressortissants, un petit titre de séjour de 10 ans, et qui s'était construit à l'époque parce qu'il y avait une demande de main-d'œuvre en France. Voilà. Et il y a 2 fake news aussi qu'il faut démonter sur cet accord. C'est le premier, en gros, il y en a qui disent on va enfin pouvoir les expulser, donc on va enfin pouvoir appliquer les OQTF. Il faut quand même le dire, la question des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, donc de l'expulsion des personnes en situation irrégulière, n'est pas lié à cet accord. Non, l'accord n'empêche pas d'expulser les gens. Et au contraire, mais par contre, c'était la dominante du débat politique, c'était le bras de fer qui se jouait entre Bruno Retailleau et le gouvernement algérien, c'était se jouer autour des obligations de quitter le territoire français, qui sont délivrées par les services du ministère de l'Intérieur lorsqu'ils visent des personnes qui sont sur le territoire de façon irrégulière, qui n'ont pas de titre de séjour. Et donc, l'Algérie rechigne à reprendre les personnes, les personnes gens, mais l'Algérien ne veut pas les recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de les garder dans les centres de rétention français. Et donc, Bruno Retailleau, comme d'autres à droite, l'extrême droite a fortiori, voulait dénoncer cet accord, le mettre dans la balance pour jouer le bras de fer. L'accord devient une arme diplomatique. C'est une arme diplomatique pour dire si vous ne reprenez pas vos ressortissants que nous voulons expulser, dans ce cas-là, nous arrêtons d'accueillir les vôtres qui bénéficient d'un statut particulier. Mais en tout cas, le traité, l'accord lui-même n'empêche pas les expulsions. Absolument pas. Et par ailleurs, on dit aussi, alors, parce qu'il y a aussi la rhétorique de cet accord est un accord je reprends l'expression de l'extrême droite évidemment, mais de pompe aspirante, c'est-à-dire que cet accord facilite, favorise. C'est un régime dérogatoire qui est aussi parfois, tu l'as dit, il y a eu des révisions et qui rééquilibrait en fait le statut des Algériens. Sur certains trucs, les Algériens sont défavorisés par cet accord par rapport à d'autres, notamment sur les questions de régularisation vis-à-vis des métiers en tension, qui sont des trucs qui ont été passés notamment avec la loi immigration. En fait, la loi immigration ne s'applique pas aux Algériens puisque l'accord est un traité international, donc il s'impose à la loi et donc ils ne sont pas concernés par ça. Donc là-dessus, ils n'ont pas de facilité. Maintenant, il faut arriver au cœur du sujet. Donc là, c'est pour vous donner le contexte de cet accord, de cette proposition de résolution du RN. Elle a été adoptée à une voix près. Et on va regarder le détail du vote, parce que là, c'est quand même super instructif sur la situation politique. La politique, c'est aussi des mathématiques. En fait, c'est aussi des mathématiques, exactement. Donc, c'est le fruit d'un rapport de force d'un rapport de force et arithmétique à l'Assemblée nationale, parce que tous les députés, on le verra, ne siègent pas au même moment dans l'hémicycle. Oui. Et donc, il n'y a pas les 577 députés qui étaient là pour. Il y a des travaux en commission qui sont par ailleurs, notamment l'examen en ce moment même du budget de la sécurité sociale en commission des affaires sociales, donc c'est-à-dire qu'il y a des députés qui peuvent y être par ailleurs, même si aujourd'hui la journée est dédiée au Rassemblement national, mais en gros, il y a les équilibres, en général par groupe, on s'accorde pour que les équilibres globaux de l'Assemblée nationale soient les mêmes lors de ces moments-là. Voilà, typiquement, là, donc, vous avez la synthèse du vote, donc là, il y avait 374 siégeants, en tout cas, qui étaient présents dans l'hémicycle. Encore une fois, c'est très rare que dans l'hémicycle, il y ait les 577 députés qui siègent en même temps, sauf pour les grands votes, type vote de censure, évidemment, des choses comme ça, mais où les questions de gouvernement, encore, il n'y a pas tout le monde. Mais voilà, globalement, c'est normal qu'il n'y ait pas tout le monde, mais il y a effectivement le nombre suffisant pour garantir ce que les groupes veulent voter. Typiquement, face au RN, normalement, les groupes s'organisent pour éviter que les voix du RN, que les propositions du RN soient adoptées. Là, pendant longtemps, ça a été la règle, d'ailleurs. C'était de s'opposer, une règle tacite, rien d'écrit, mais dans la tradition antifasciste et républicaine, les fameux cordons sanitaires qui allaient pendant longtemps de la gauche radicale jusqu'à la droite, est en train d'exploser. Parce tu as commencé en disant une digue à sauter, on peut avoir l'air grandiloquent. Mais aujourd'hui, c'est une journée qui fera date dans l'histoire parlementaire, dans l'histoire politique du pays, puisque, donc, tu l'as dit, c'est la première fois que le Rassemblement national, que l'extrême droite française arrive à faire adopter un de ces textes. Donc, c'est vraiment pas rien. Enfin, on ne surjoue pas l'aspect historique. Oui, un texte certes symbolique, mais vraiment sur une de ses obsessions, la dénonciation de l'immigration algérienne. En plus, c'est pas un texte sur un truc un peu périphérique qui entérine sa victoire idéologique sur tout un camp. C'est ça, exactement. Sur tout un camp, et en l'occurrence le camp de la droite, puisque donc, si on regarde le détail du vote, donc vous avez, sans surprise, les députés du RN étaient présents pour voter leur niche. Il en manquait qu'un. Il en manquait qu'un, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait quasiment tout le groupe, donc 122 députés. On votait évidemment pour, je suppose, aussi les députés UDR, donc du groupe d'Éric Ciotti. Donc c'est tout à la fin, les Ciotti. Eric Ciotti, voilà. 15 membres. Il en manquait encore aussi. Il en manquait un, voilà.
Mais eux, là, des groupes très très mobilisés de Bien ce sûr, côté-là, mais parce on que c'est ressent, leur camp, donc c'est leur niche, voilà. et donc ils ont tout intérêt à Et être donc très c'est mobilisés. là où ça devient intéressant. Peut-être pour commencer, alors on va regarder droite républicaine, donc c'est le groupe LR, hein, donc le groupe de Laurent Wauquiez, mais aussi donc du parti de Bruno Retailleau. Un groupe assez peu mobilisé, 50% des membres étaient là. Voilà, 20, ouais, c'est ça. Mais par contre, sur les gens présents, ils ont quasiment tous voté favorablement à la proposition Simple, du RN. ils ont tous voté. Le reste, ce sont des Mais ce qui est non-votants. raccord avec Parce que c'est des membres du gouvernement. Voilà. Ce qui est raccord avec les obsessions de Bruno Bruno Retailleau, Retailleau, voilà, par ailleurs. Exactement. Et Mais c'est pas une surprise, on le savait. c'est pas une surprise. Par Ce contre, qui n'est pas l'élément forcément nouveau, extrêmement surprenant d'un point de vue idéologique quand on a vu les déclarations d'Édouard Philippe, qui est le patron d'Horizon. On n'est pas étonné d'un point de vue idéologique. Par contre, d'un point de vue du cordon sanitaire, et après le barrage républicain qui avait eu lieu, même parfois de façon un peu compliquée, en 2024, de voir donc Horizon, le parti d'Édouard Philippe, je viens de le dire, voter pour cette proposition de résolution. Certes, ça, aussi gros, la moitié des membres étaient présents, mais ils ont également ajouté leur voix à celle de l'extrême droite, ce qui est c'est probablement arrivé sur des amendements, etc. Mais là, c'est eux qui permettent la bascule, en réalité. Oui, des convergences de vote sur des amendements, ça arrive. Mais là, sur un texte à ce point, encore une fois, emblématique du RN, il y a, en gros, cette proposition de loi de l'extrême droite passe grâce aux voix de LR et du parti d'Édouard Philippe. C'est ça qu'il faut retenir. Et quand on se pose la question de l'union des droites, c'est pas anodin. Enfin, c'est un peu un serpent de mer de la discussion politique, mais est-ce qu'en gros, le RN va réussir à se désenclaver de son isolement, on va dire, historique, et à ramener avec lui des voix de la droite dite républicaine, qui est de moins en moins pour ce qui est de LR en tout cas. C'est l'union des droites en acte, en réalité. Il se trouve que Marine Le Pen était l'invitée hier de l'AJP, qui est l'association des journalistes parlementaires. Donc, voilà, il y a des conférences de presse qui sont organisées chaque semaine par cette association. Et Marine Le Pen, parce qu'il y avait cette niche, était l'invitée hier. Et elle disait qu'elle refusait l'union des droites. C'est vrai que c'est la stratégie du Rassemblement national. Ils ne veulent pas s'allier avec la droite, ils veulent l'écraser, ils veulent la remplacer. Donc ils ne veulent pas s'allier. Ils disent qu'en gros, ils ne sont ni de droite ni de gauche. En réalité, ils sont bien d'extrême droite. Mais voilà, c'est l'union des droites, c'est pas leur sujet. Par contre, dans le débat politique, il y en a d'autres qui prônent l'union des droites. C'est le cas d'Éric Ciotti, qui est le principal allié de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle dit qu'elle ne veut pas l'union des droites, mais pour l'instant, les deux seules personnes avec qui elle s'était jamais alliée, ça a été Nicolas Dupont-Aignan, qui venait de la droite traditionnelle, c'était en 2017. Et ensuite, en 2024, ça a été Éric Ciotti, qui dirigeait alors le Parti Les Républicains, qui est venu la rejoindre, certes pas dans les proportions qu'on aurait pu imaginer au vu des convergences idéologiques, mais en tout cas, clairement, il y a une alliance avec la droite, ce qui n'est jamais arrivé avec les partis de gauche. Voilà, ça c'est la première chose. Et dans le débat public, il y a aussi une autre de ses alliés, qui est Marion Maréchal, qui est sa nièce, qui continue de porter la question de l'union des droites. Elle était encore en train de toquer à la porte des Républicains il y a quelques semaines, quand on parle encore de dissolution, pour dire venez nous rejoindre, venez vous allier avec nous. Et même, y compris au sein des Républicains, certains continuent de prôner ce discours-là. Enfin, en tout cas, pas continuent, commencent. C'était le cas de Roger Karoutchi, le sénateur, qui était un proche de Nicolas Sarkozy. On a vu aussi récemment David Lisnard. Alors lui, il ne met pas le Rassemblement national dans ce bloc, mais en gros, il dit qu'il faut qu'on s'allie de Gérald Darmanin, donc, qui a rejoint Emmanuel Macron, jusqu'à Sarah Knafo, qui est chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Parti d'Éric Zemmour qui lui dit il faut union de la droite concernant tout ce monde-là. Et même Bruno Retailleau dit, quand il utilise l'expression de majorité nationale, on voit bien qu'il inclut dedans les gens qui votent RN. Hein, ça, c'est... Et tout ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'en réalité, tous ces gens, ils ont compris aussi que d'un point de vue de leur base électorale, les convergences étaient en train de se faire de façon massive, notamment sur la question de l'immigration et de la sécurité. En tout cas, de l'insécurité, c'est comme ça qu'ils le disent. Mais voilà, les convergences se font à la base. Et donc, elle contraint aussi, parce qu'elle contraint les appareils, disons, à aussi réfléchir à leur stratégie, parce qu'elle voit bien que, du coup, ces convergences se faisant, leur électorat peut basculer dans un parti qui n'est pas le leur. Alors dans le chat, je vois quelqu'un qui nous reprend, qui nous dit, mais du coup, le terme union des droites est impropre, c'est union de l'extrême droite, en fait. C'est vrai qu'on pourrait discuter parce que c'est comme sur des bases. C'est quand même le RN qui tire cette union. Enfin, de fait, ce sont les thèmes que le RN a su imposer dans le débat public et sur un travail de longue haleine, et notamment de dédiabolisation, qui tire maintenant les sujets. À partir du moment où Éric Ciotti a rejoint Marine LePen, pour nous, il est directement passé dans la case extrême droite. Oui, tout à fait. De ce qu'on a longtemps appelé, nous, la droite traditionnelle, les Républicains, qui le sont de moins en moins, tu l'as dit. Mais ça, évidemment qu'à partir du moment où on serre la main de Marine Le Pen pour pactiser avec elle, on change de catégorie. Donc oui, ça devient de fait une union des extrêmes droites. Mais là, au regard de ce vote, j'ai du mal.
malgré tout, a qualifié le parti d'Édouard Philippe d'un parti d'extrême droite. Ça reste un parti de droite. Mais c'est un parti qui a voté, qui n'a pas eu de problème, de scrupule à voter avec l'extrême droite, ce qui quand même pose question évidemment dans ce qu'on se disait tout à l'heure. Je reviens juste sur les votes parce que donc il y a quand même parce qu'on se dit bon 185 voix, c'est ça, je crois, contre 184. Voilà. Donc il y a une première chose qu'on peut dire, c'est que Sébastien Chenu, donc il est membre du Rassemblement national, vice-président du parti, mais aussi vice-président de l'Assemblée nationale, c'est celui qui présidait aujourd'hui la séance. Oui. Ce n'est pas Yael Braun-Pivet. Et en général, dans ce genre d'exercice, la personne qui préside la séance ne prend pas part au vote. Oui. C'est plutôt une tradition, ça n'a rien d'obligation, puisque même Yael Braun-Pivet avait pris part à certains votes, je pense notamment sur la loi immigration. La neutralité du président de séance. Voilà, grosso modo, le président de séance vote quasiment, très rarement. Sébastien Chenu a voté. Donc on peut dire que la 185e voix, qui n'aurait pas dû être là, la voix gagnante, c'est la sienne. Mais bon, on ne peut pas demander au Rassemblement national de jouer l'usage républicain quand on... Non, voilà. puis on peut effectivement aussi dire qu'à l'inverse, il manquait des voix pour faire barrage. Et justement... donc on l'a dit, de toute façon, il n'y avait aucun groupe qui était au complet quasiment, à part le RN et l'UDR. Mais il y avait des groupes qui étaient très mobilisés. Il y avait des groupes très mobilisés, les écolos par exemple. Les écolos à plus de 80%. Tous les écolos, voilà. Mais encore une fois... Les socialistes et les insoumis étaient à plus de 70%, ce qui est normal dans ce genre de... C'est ça. Par exemple, je prends le groupe GDR où ils étaient 6 sur 17. Il ne faut pas oublier que par exemple, c'est un petit groupe GDR, donc c'est le groupe communiste. Et donc, s'ils veulent aussi être présents en commission, parce qu'il y a plein de trucs qui se jouent en commission en même temps, tu l'as dit, notamment le budget de la sécurité sociale qui est hyper important, tu as plein de députés qui sont du coup répartis en commission pour ne pas être absents des débats. Résultat, tu as 6 personnes en hémicycle. Mais en fait, c'est pas tant là que ça se joue de toute façon. Et je rajoute qu'ils sont aussi présents aussi dans les circonscriptions. Évidemment. C'est un groupe qui accueille énormément de députés ultramarins, qui sont pas tout le temps là. Qui sont pas tout le temps là, qui doivent partager leur temps aussi dans les territoires qui sont extrêmement loin de l'Hexagone. Et on ne peut pas demander aux ultramarins d'avoir un taux de présence dans l'hémicycle aussi identique à des députés de Paris. En tout cas, la gauche était très mobilisée. Par contre, il manquait des gens. Il manquait des gens en fait côté macroniste en fait, parce que si on regarde les votes, on voit que Ensemble pour la République, donc tous ceux qui étaient, quasiment tous ceux qui avaient de l'abstention aussi, mais on va dire la majorité des gens présents pour EPR, donc le groupe de Gabriel Attal, ont voté contre. C'est qu'il n'y a eu que 30 voix contre sur 92 membres enregistrés. Donc là, il y avait d'ailleurs on les voit 30%. On voit, alors je crois que c'est Olivier Faure qui est taquin qui a fait un tweet en montrant un peu le trou. Là, vous voyez donc le bloc. Alors là, c'est chez LR là. C'est chez LR, parce que je vois Laurent Wauquiez, Michel Tabarot, Michel Barnier. RN est plus à droite encore. Et donc la photo que montre, c'est Olivier Faure, c'est les bancs de la droite. Oui, c'est ça. Mais là, oui, effectivement. Ah oui, c'est les bancs de la droite, t'as raison. Mais autant pour moi, je crois que c'était le blanc. Mais bon, bref, en tout cas, Olivier Faure accuse les macronistes d'avoir été absents du vote et d'avoir permis son adoption. Je sais pas, alors est-ce qu'on a le vote modem aussi, je crois. Attends, juste sur l'ensemble pour la République. Ouais. C'est la députée macroniste Laure Miller qui a pris la parole pour son groupe pour expliquer la position du groupe qui donc a voté contre, sauf 3 députés, dont Carl Olive, dont on se doute depuis le départ que ça pourrait être un des agents de liaison entre le centre, l'extrême centre et l'extrême droite. Il s'est abstenu. Il s'est abstenu, il n'a pas voté pour, mais c'est déjà un signe. Et après, il y a 7 non-votants, mais c'est parce qu'ils sont membres du gouvernement. Voilà. Il manquait des gens pour voter. De fait, aujourd'hui, il n'y a pas 577 députés parce que les suppléants mettent un mois à arriver. Ouais. Et donc, Laure Miller, pour expliquer la position de son groupe, disait qu'en fait, eux, ils étaient aussi pour la révision de l'accord. Mais ils ne sont pas pour la dénonciation unilatérale, mais par contre, eux aussi le remettent en cause de façon assez importante, mais ils justifient leur vote contre parce qu'il y a d'autres choses à négocier. En gros, on ne peut pas sortir d'un coup comme ça d'un traité, mais par contre, ils veulent en sortir tel quel. Et même constat pour le groupe Modem, donc où il y avait 12 personnes sur 36 présentes dans l'hémicycle. Donc un tiers. Et là, pareil, le groupe Modem a voté massivement dans ceux qui étaient là, contre, à l'exception de 2 abstentions. Donc bon. Et on peut rajouter le groupe Lyotte. Oui, le groupe Lyotte qui était totalement absent. 3 personnes sur 22. Et en plus, une majorité des présents de fait qui ont voté pour. Oui. 2 sur 3, en effet. Lyotte, c'est un groupe compliqué avec une liberté de vote et des positions extrêmement diverses, etc. Donc, Lyotte, c'est compliqué de lire leur vote souvent sur des questions comme ça, mais effectivement, ça a des voix qui ont aussi manqué. Donc, conclusion, effectivement, donc on peut dire une résolution, une victoire politique du RN, grâce d'abord, c'est le premier truc, à une convergence des votes extrême droite, LR, et Macron,
Horizon. Sur une proposition, je le rappelle pour le chat parce que je vois que c'est encore demandé, une proposition de résolution déposée par le Rassemblement national qui a été adoptée, qui vise à dénoncer de façon unilatérale les accords franco-algériens de 1968 qui permettaient l'entrée en France de ressortissants algériens avec des conditions assouplies parce que la France demandait, avait besoin de main-d'œuvre. Ouais. Voilà. Et accord faussement dénoncé comme une pompe à migratoire, etc., etc. Bruno Retailleau avait dit une porte ouverte à l'immigration. Oui, voilà. Bon, chacun son petit vocabulaire, mais on voit bien l'idée. Et donc, grâce aussi à l'absence en partie l'absence comme remarquée du bloc central dans l'hémicycle, à part Horizon qui était bien là pour voter, par contre, pour le coup. Et il y avait la moitié du groupe. Ils sont venus, ouais. Et donc... autre chose, parce que donc une niche parlementaire, donc je rappelle pour ceux qui arrivent, ça s'inscrit dans une niche parlementaire, c'est-à-dire la journée dédiée, en l'occurrence au groupe RN, à leurs propositions. Donc ils font les propositions qu'ils veulent, ils ont un peu carte blanche pour déposer leurs propositions de loi. Ils ont l'ordre du jour pendant une journée. Donc ça s'arrête à minuit, c'est ça, je crois. C'est minuit. Ouais, minuit. Si à minuit on s'arrête, si vous n'avez pas tout discuté, tant pis pour vous. Ils prennent les textes dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Le premier texte est voté. Voilà. Si vous voulez retirer des textes parce que vous savez que ça passerait pas, blablabla. Et à minuit, par contre, terminado. Chaque groupe a sa niche dans le calendrier parlementaire dans l'année. C'est à peu près une fois par mois, je crois. Ça dépend des fois. La prochaine, je crois que c'est la niche de la France Insoumise. Ouais, c'est le 27 novembre, ça, je crois, un truc comme ça. Mais il y a aussi des niches parlementaires au Sénat également. Qui sont divisées en deux. Ils ont deux niches. En gros, ils ont deux demi-journées au Sénat. C'est ça, exactement. Bref, donc cette niche-là, évidemment, il n'y avait pas que ce texte, parce que là, il a été adopté ce matin, mais il y a d'autres choses. D'ailleurs, on va jeter un œil. Pendant que tu parles, je vais jeter un œil sur LCP et sur ce qui se passe dans l'hémicycle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'il y a d'autre comme proposition de loi dans cette niche parlementaire et qu'est-ce que ça raconte de la stratégie du Rassemblement national? Dans ce cas-là, je vous propose qu'on prenne directement aussi le papier de notre collègue Florent dont on vous a parlé au départ, parce que Florent a écrit un papier hier justement qui le rappelle. Je te laisse le mettre à l'écran. Est-ce qu'on est bien? C'est bien celui-là. Oui, la question c'est que le paywall. Non, c'est bon, il est accessible. Donc Florent nous explique dans ce papier que vous pouvez retrouver sur notre site internet la stratégie du Rassemblement national. C'est ce qu'il explique dès le début de son papier. Il dit que le RN ressort toujours la même recette à chacune de ses niches. L'extrême droite mélange les marqueurs idéologiques et les textes en apparence consensuels parce que le but qu'ils ont, c'est enfin faire péter ce cordon sanitaire pour voir leur texte adopté. Donc, il essaie de piéger un coup à droite pour dire mais pourquoi vous ne votez pas notre texte, un coup à gauche pour dire les gens face à leur contradiction. En gros, on essayait de montrer que le seul ressort qui fait que ces groupes ne votent pas pour un texte du Rassemblement national, c'est parce qu'il est précisément issu de l'extrême droite. Et donc, ils s'en le souffrent. Ils s'en le souffrent. Et en gros, il leur demande, il leur dit, en gros, bouchez-vous le nez pour l'intérêt des Français. C'est comme ça qu'il le justifie, en gros. Et donc, parce que c'est l'Inter ici, c'est un enjeu de communication pour le Rassemblement national, c'est une façon d'apparaître comme les seuls anti-systèmes. En fait, ils font face à un système qui serait composé de la gauche et du centre, qui viendrait s'opposer à eux. Ça c'est l'idée. Et donc, j'essaie de retrouver par contre les différents textes, parce qu'on a parlé du premier, qui était voté ce matin, la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Il y a également le texte suivant, c'est le rétablissement de délits de séjour irrégulier. Peut-être un mot là-dessus, parce que c'est très exactement maintenant qu'ils sont en train de l'examiner. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de résultat encore, mais si les résultats tombent, on vous le dira en direct. Donc en gros, le délit de séjour irrégulier, c'est quoi? C'est en gros, actuellement, si quelqu'un est expulsable, est expulsé tout simplement, il y a une procédure d'expulsion et donc il est renvoyé hors du pays. Le délit de séjour irrégulier, ça veut dire que vous avez une double peine. En fait, non seulement vous êtes expulsé, mais en plus, vous allez avoir une amende et potentiellement une peine de prison. Une amende de 3 700 € et 3 ans d'interdiction du territoire français pour tout séjour illégal. C'est ça. Et c'est un truc qui a existé avant, le délit de séjour. Ça a été aboli dans les années 90, justement au nom de la double peine. Je crois de mémoire, si le texte, je lis en même temps l'article de Florent, au cas où s'il me dit autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un marqueur sur la question de l'union des droites, parce que c'est précisément ce qu'avait introduit la droite dans la loi immigration de début 2024, dans la copie, souvenez-vous, la copie notamment complètement durcie par le Sénat, notamment. Et qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, mais les macronistes l'avaient laissé dedans parce qu'ils se sont dit que c'est la seule façon
d'avoir les votes de la droite, et donc ils avaient compté sur le Conseil constitutionnel pour virer les cavaliers législatifs, c'est-à-dire des objets qui ne sont sans rapport avec le texte proposé, pour nettoyer le texte, en gros. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose que défend la droite. Et d'ailleurs, a priori, c'est ce que tu me disais avant qu'on démarre l'émission, tu as checké? Oui, j'ai checké. En fait, alors, LR va évidemment le voter. Hein, tu viens de le dire, c'était une reprise de leur texte. Donc, ils vont pas, a priori, maintenant que la digue a cédé, ils vont y aller gaiement. Par contre, Horizon, donc encore une fois, le groupe des députés d'Édouard Philippe, a annoncé qu'il voterait le texte aussi. Donc voilà. l'équation... deuxième texte voté. Exactement. La coalition de circonstances qui s'est formée autour du premier texte va se reconduire sur le deuxième. Donc bon, ça commence un peu à dresser une perspective quand même. Voilà. Comme dirait l'autre, un point c'est un point, 2 points c'est une ligne. C'est ça l'expression d'un collègue qui est plutôt bien vu. Donc voilà. Donc on va regarder si ça se concrétise ou est-ce que... Parce que là, la différence, c'est que bon, comme ils ont... On va dire le reste des groupes qui ont enregistré une défaite face au RN ont peut-être été échaudés par ça et vont peut-être être plus nombreux dans l'hémicycle pour éviter que ça repasse à une voix près, quoi. C'est un peu le... Peut-être, mais s'ils sont partis en circonscription, ça va être compliqué. S'ils sont partis en circonscription, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ceux qui sont sur place mais en commission? Bref, c'est... Voilà. Parmi les autres textes, on avait un sur la gratuité des parkings des hôpitaux publics, qui était une revendication porté par la France Insoumise. Oui. Donc ça, c'est les amendements de piratage, quasiment. Voilà. On va voler chez les autres, quoi. Le coucou. Et il y en a un particulier dont on ne parle pas là parce qu'il est plus loin dans la... Peut-être qu'on peut repasser sur l'écran. Un autre dont on parle assez peu, c'est parce que voilà, dans l'ordre de la niche, il est moins immédiat. C'est une reprise d'un texte d'un député communiste, Yannick Monet, sur la question des frais bancaires, pour diminuer les frais bancaires qui explosent. Voilà. Donc ils essaient comme ça à la fois de piéger la droite qui du coup saute à pieds joints dans le piège, avec allégresse. Oui, là c'est pas... pour eux c'est plus une question de piège. Là, voilà. De toute façon, ils considèrent qu'ils sont fréquentables. Donc maintenant la digue elle a sauté de ce point de vue-là, et ils essaient de faire en sorte que la gauche se pose les questions, ou en tout cas, s'ils ne se les posent pas et s'ils ne passent pas à l'acte, de les dénoncer devant l'électorat qu'ils convoitent. Et précisons, parce qu'on ne l'a pas dit, je crois, ces deux amendements, enfin ces deux propositions de loi ont été adoptées contre l'avis du gouvernement à chaque fois, parce que le Laurent Nunez, qui est ministre de l'Intérieur, s'est opposé à la dénonciation des accords franco-algériens. Oui, on va vous mettre cet article du Figaro qui parle de ça. Laurent Nunez, lui, il veut une politique d'apaisement des relations avec l'Algérie, alors qu'il ne joue pas uniquement au ministère de l'Intérieur, vous en doutez bien. Surtout plus apaisé que Bruno Retailleau, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, voilà. Bon, Laurent Nunez, il est quand même pas sur la ligne de Bruno Retailleau, ça c'est une certitude. Il a beaucoup d'autres défauts, par ailleurs, on l'avait dit déjà à ce micro. Mais en tout cas, il est sur une ligne d'apaisement qui est aussi la ligne du Quai d'Orsay, de dire on va peut-être un peu stopper les frais sur la montée des conflits avec l'Algérie. Et Emmanuel Macron avait repris la parole récemment en disant, pour recadrer à l'époque Bruno Retailleau et les Républicains, en rappelant qu'il avait eu cette formulation, les accords franco-algériens, c'est le président de la République. En gros, ce n'est pas de leur ressort. Que c'est des relations diplomatiques. C'est le précaré un peu de l'Élysée. Pareil sur ce qui est du délit de situation irrégulière, le gouvernement est contre. Alors pas forcément pour des arguments extrêmement humanistes, mais en gros l'argument de Laurent Nunez, c'est de dire mais là vous allez juste engorger. Enfin c'est inefficace parce que de toute façon vous allez engorger les tribunaux. Si en plus chaque personne expulsable doit être jugée et condamnée, ça va être les arguments des macronistes, c'est toujours un truc utilitariste. Oui, c'est un argument purement pragmatique, j'ai envie de dire. Bon, voilà, ça manque d'humanisme, mais en tout cas, notons que... C'est pas des postures morales. Voilà, c'est pas une posture morale, mais notons que le gouvernement était en tout cas contre cette proposition de loi et que donc Horizon désobéit, en tout cas, entre guillemets, est en rupture avec le gouvernement. Peut-être un petit mot là-dessus, quand même. Est-ce que ça raconte pas aussi quelque chose sur le chemin solitaire d'Horizon et d'Édouard Philippe, avec aussi, on sait qu'on a un contexte de guerre de succession vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que Édouard Philippe est candidat à la présidentielle. Il faut se rappeler qu'Édouard Philippe, c'est le premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui. C'est la première personnalité de droite, une fois qu'il a été élu, qui l'a rejoint. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'Édouard Philippe est un macroniste quasiment de la première heure. Sauf qu'Édouard Philippe, il a des ambitions présidentielles, tu l'as dit, il est déjà candidat à l'élection, il a même demandé la démission d'Emmanuel Macron après l'établissement d'un budget. Et donc Édouard Philippe, surtout,
il a bien compris qu'Emmanuel Macron était totalement radioactif. Il est encore au plus bas dans les sondages, les opinions positives. Je crois qu'il il touche le plancher qu'avait touché François Hollande en 2016, c'est-à-dire 11% d'opinions positives, c'est-à-dire rien. Et donc il a tout intérêt à vouloir se distancier dans cette course-là du président de la République, dont il dit ne plus partager les options. Oui, il a Et même de dit l'autre que côté, c'était une bonne idée s'il démissionnait aussi. oui, ce que j'ai dit, qu'il lui demandait une présidentielle anticipée. Et de l'autre côté, Édouard Philippe, il a aussi vu l'émergence ces derniers mois d'un autre acteur qu'on pensait mort, les Républicains, en la personne de Bruno Retailleau lorsqu'il a rejoint le ministère de l'Intérieur. Et donc, il voit aussi dans les sondages, parce qu'il les regarde, mais même s'ils valent ce qu'ils valent, un Bruno Retailleau qui émerge, qui est pas loin de son score. Hein. Dans un sondage, il était donné à 19, Édouard Philippe, et je crois que Bruno Retailleau il était autour des 13 et 14. Donc on sent que ça se resserre, et donc il ne veut pas aussi laisser cet espace entre le macronisme et le Rassemblement national à Bruno Retailleau. Donc lui, il a tout intérêt de faire ce double mouvement d'émancipation et en même temps de durcissement de sa ligne politique. Et d'ailleurs, sur effectivement, la dénonciation des accords franco-algériens, ça date pas d'aujourd'hui pour Horizon, tu l'avais dit tout à l'heure, c'était une position... c'est un entretien au Point ou à l'Express, je l'ai plus en tête, mais ça date un peu. Ça date un peu, je vais continuer à regarder Est-ce qu'il y a des questions dans le chat en même temps? Je vais continuer à regarder. Je vais regarder, oui. Est-ce qu'on parle d'une primaire de la droite de Glucksmann à Darmanin avec Attal, Philippe, Bertrand, Retailleau? Alors non. C'est une télé-réalité, ça. Surtout que Raphaël Glucksmann se considère appartenant à l'espace de la gauche. Donc il ne participera de toute façon ni à une primaire de la gauche, ni à la primaire que tu évoques. Mais surtout, non, la droite a maintenant horreur des primaires. Vu les deux dernières, ils n'ont pas très envie de recommencer leur connerie. Et donc, non, la question, c'est comment est-ce que ça va se passer? Parce que, par exemple, quand on regarde les sondages, ils partent du principe qu'il n'y aura qu'un seul candidat pour cet espace-là, hors Retailleau. Tout le monde a bien compris que le socle commun, en réalité, n'était là que pour faire barrage à la gauche. Et donc, Bruno Retailleau est là. Mais, par exemple, du MoDem jusqu'à Édouard Philippe, qui formait le socle de la Macronie, a priori, c'est pas improbable de penser qu'il n'y aura pas qu'un seul candidat. Édouard Philippe est candidat, on sait quoi là, Gabriel Attal y pense, Darmanin, François Bayrou, Elisabeth Borne, Braun-Pivet, Aurore Berger. J'avais fait la liste. Bon, je sais pas tout y penser, mais oui, je pense que beaucoup y pensent effectivement. Mais ceux dont les ambitions sont claires, effectivement, Attal, évidemment aussi, je crois que tu l'as dit, mais donc président de Renaissance. Mais aussi en réalité, parce que ces gens sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le néolibéralisme, qui, en gros, de dire il faut mettre les moyens de l'État, les moyens publics, au service du marché, et non pas comme les libéraux, l'absence d'État. En gros, ils veulent. Voilà, c'est le marché qui est la clé. Donc, et la simplification, en gros, c'est le moins d'État, mais un État plus efficace et en direction des entreprises. Mais sur le reste, ils sont quand même pas grand-chose qui les relie. Oui, il y a quelques lignes de fracture. Oui, c'est là où on arrive à des lignes de fracture de fond sur les questions un peu plus sociétales, l'immigration, etc. Celui qui arrivait à cimenter cet espace, c'était Emmanuel Macron. Il pouvait le faire quand il était fort et qu'il avait la perspective de se représenter et qu'il tenait encore les députés qui appartiennent à son camp. Aujourd'hui, on sent bien que plus personne ne veut monter sur le Titanic et que chacun veut se distancier d'Emmanuel Macron et se distancier des uns et des autres dans la course à l'élection présidentielle. Ce qu'on peut dire par ailleurs, ce qui est aussi engendre la crise du macronisme, c'est que pour le moment, force est de constater qu'Emmanuel Macron passe plus son temps à dégommer ses héritiers, enfin ses successeurs potentiels, qu'à organiser sa succession. On voit bien qu'Édouard Philippe, la rupture est consommée. Avec Gabriel Attal, pareil. Je suis pas sûr que la relation ait jamais eu lieu. Mais oui, il a quand même nommé Premier ministre. Il dit que c'est la pire erreur de sa vie, mais il a quand même nommé Premier ministre. Mais on a vu ces derniers temps, notamment. C'est Rachida Dati qui a dit ça. Macron avait dit que c'était. Je crois que c'était des offres de l'Élysée. J'ai vu passer ça que Macron qui regrettait il a regretté de l'avoir nommé. Et puis surtout quand Gabriel Attal a pris la parole pour dire je ne comprends plus le président juste après la nomination ou la première nomination, je ne sais plus. Le Cornu 1 ou le Cornu 2. Le Cornu 2. Le Cornu 2, voilà. Je crois. Et je crois que c'est à ce moment qu'il avait dit que c'était un spectacle assez affligeant qui est donné à la France, etc. Donc, bref, pour l'instant, il n'y a pas un espèce de dauphin que viendrait faire sortir Emmanuel Macron. Pour l'instant, ça c'est une certitude. Et on ne sait pas comment, si on parlait de primaire, il n'y a aucun processus pour l'instant qui est acté. Disons qu'il y a 3 partis qui composent cet espace, potentiellement le MoDem, Renaissance et Horizon, qui ont chacun leur écurie. Même ajouter l'UDI, mais qui est tout petit, mais qui s'est maintenant en plus. Qui siège, ils ont parti chez Lyotte à la soirée. Mais au Sénat, comme en gros. Et au Sénat, c'est compliqué. Ils ont pris leur autonomie, en tout cas.
Alors Mais qu'ils étaient eux dans- qui ne sont pas une écurie présidentielle, Non. ils n'ont pas de figure majeure, contrairement aux autres. Donc, on l'a dit, François Bayrou, la compétition, Attal, Darmanin, Braun-Pivet, Borne et compagnie chez Renaissance, et Édouard Philippe, qui de toute façon sera le candidat de son camp et qui, a priori, n'a pas l'intention de renoncer et de se désister pour quelconque autre personnalité issue de sa famille. Clairement. Donc, effectivement, ça s'inscrit aussi là-dessus, ce vote d'Horizon. Je crois pas que la niche parlementaire... On va aller sur LCP, on peut faire ça en direct. Ce sera pas perdu. En attendant, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Oui. C'est pas Le Pen, sa succession à Emmanuel Macron, j'imagine. Est-ce que c'est ça le projet ? Sûr qu'on peut se poser la question, parce qu'il y a les rumeurs aussi d'un retour d'Emmanuel Macron en 2032 en tant que sauveur. Il se trouve qu'avec Cyprien, nous étions tous les deux membres de l'équipe de 4 qui l'avait... Le commando. Le commando qui avait interviewé le président de la République pour la première fois dans l'UMA en février 2024 à l'occasion de la panthonisation de Missak et Méliné Manouchian. Moi, ce qui m'a frappé avec Emmanuel Macron, alors on déteste faire de la psychologie avec les politiques, mais parfois ça peut compter. Et il se trouve que moi, ce qui m'avait frappé avec Emmanuel Macron, c'est sa foi en lui-même et la façon dont il est persuadé de pouvoir renverser le cours de l'histoire à lui tout seul. L'une des choses qu'il nous avait dit quand on essayait de le confronter de façon assez forte sur sa responsabilité face à la montée de l'extrême droite et à la possible arrivée de Marine Le Pen au bureau auquel il nous recevait, eh bien, il nous disait, pour seul argument, écoutez, moi je l'ai battu 2 fois. Oui, parce qu'on le rappelait notamment cette phrase, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il en a dit beaucoup des phrases qui se sont avérées fausses, Emmanuel Macron, mais il avait dit en 2017, au moment de son élection, je ferai tout pour que moi, président, plus aucun Français n'ait de raison de voter pour les extrêmes. Alors, il dit les extrêmes, vous connaissez le couplet macroniste, donc il incluait dedans Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Mais force est de constater que si on prend son terme à lui, les extrêmes, déjà la France insoumise s'est pas effondrée, et encore moins le Rassemblement national. Et qu'on est passé il y avait combien de députés Rassemblement national avant 2007 ? 0 Avant 2017 Avant 2017, il y en avait 2. C'était Gilbert Collard et Mario Maréchal. Exactement, il y en avait 2, donc ils n'avaient pas de quoi faire un groupe. Et maintenant, on en est à... Ils en avaient 8 en 2017 de mémoire, 8 ou 9, moins de 10, donc ils n'avaient toujours pas formé de groupe. C'est ça, et donc c'est 2022 où il y a une énorme poussée, où ils étaient 80, un truc comme ça, je crois, de mémoire, et là 122. 90, quasiment. Ouais, et là, ils sont à 122. Et à 122, auquel il faut ajouter maintenant les députés ciotistes, une quinzaine, ils sont 15. Voilà. Donc ça fait 135 blocs d'extrême droite. Voilà. Donc, en termes de... J'aurais tout fait pour endiguer le Rassemblement national et l'extrême droite. C'est une passoire. La digue est une passoire. Et en plus, là, on voit concrètement que ça se traduit aussi dans les votes maintenant. Je ne pense pas qu'on ait le résultat sur le... Parce que là, je vous bascule rapidement, on ne va pas mettre le son, mais sachez que je suis en train de regarder encore les explications de vote autour du délit de séjour irrégulier. Donc là, c'est encore les gens qui viennent débattre article par article de ce texte. Donc on ne va peut-être pas tous se faire. Mais à regarder attentivement, parce que évidemment, si le RN obtenait une deuxième victoire avec l'équation qu'on a dit, c'est encore plus flagrant. Est-ce qu'on est bon ? Je pense on a tout dit. Oui, suivez, parce qu'évidemment, là, on fait ça en vidéo, mais le résultat de la niche, dans le détail de la niche parlementaire du RN sera évidemment analysé par Florent Ledu, je l'ai dit, donc notre journaliste qui suit l'extrême droite et qui n'est pas présent à ce micro parce qu'il est à l'Assemblée nationale pour suivre cette niche et pour suivre les débats dans le détail. Et bon courage, Florent. Bon courage, Florent, oui, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des dingueries. On n'a pas tout dit là, mais c'est quand même, encore une fois, un moment de bascule parlementaire, quand bien même... Pour le premier texte, c'était symbolique. Là, le deuxième texte, c'est beaucoup moins symbolique, parce que le délit de séjour irrégulier, si ça passe, pour le coup, ça a vraiment des conséquences concrètes sur des gens. Alors, c'est pas de façon immédiate, parce qu'il faudrait que le Sénat le vote, ce qui y arrivera. Oui, et donc après, la question, ce sera est-ce qu'il peut être adopté de façon définitive par le Parlement, a priori, ce qui n'est pas impossible. Ouais. Ce qui n'est pas impossible. Mais c'est genre, si c'est voté là, ça n'a pas de conséquences immédiates. Par contre, ça pourrait finir par en avoir. Mais c'est pas un texte symbolique, ce que je veux dire. C'est un texte à portée concrète, pour le coup. C'est pas juste une résolution... d'affichage, on va dire, de position politique.